Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de la Citroën SM. À la fin des années 60, la Citroën DS connaissait toujours un certain succès dans la gamme Citroën, mais elle commençait déjà à être un peu vieille, elle allait bientôt fêter ses 15 ans d'existence. Il fallait donc se lancer dans l'élaboration d'un modèle plus moderne, avec plus d'ambition, car la DS n'était équipée que d'un moteur 4 cylindres. Ça faisait déjà plusieurs années que les ingénieurs Citroën tentèrent d'augmenter la puissance de ce moteur, en vain. La SM, c'était donc l'occasion de passer à la vitesse supérieure. L'idée était donc d'équiper une Citroën avec un V8. Sauf que la marque au chevron ne sait pas faire ce genre de moteur. Ils avaient bien tenté avec la Citroën Traction 15.8, mais ce fut un échec et l'auto ne sera jamais commercialisée. Il fallait donc s'associer avec un autre constructeur, un spécialiste de ce genre de moteur. Citroën décide donc de s'associer avec Maserati afin d'obtenir des V8. Mais le problème, c'est que les ingénieurs se rendent compte que le moteur est trop gros. Il faudrait plutôt un V6. Sauf que Maserati n'avait rien d'autre, et en plus de cela, la marque italienne était mal en point. Alors Citroën finira par racheter la marque complètement, car au début Citroën devait juste acheter quelques actions au sein de la société afin de les aider financièrement, et une fois ce rachat effectué, Citroën ordonnera donc à Guiglio Alfieri de concevoir un V6 à partir de la fiche technique du nouveau V8 qu'il était en train de concevoir. 2 mois plus tard, le V6 est terminé et il sera ensuite testé sur des bases de Citroën DS et sur des Panhard 24 pour plus de discrétion. Tandis que le design de la Citroën SM, lui, sera étudié à l'abri des regards par Robert Opro. Tiens, et vous allez me dire pourquoi l'auto s'appelle SM. Eh bien, il y a deux explications. La première, c'est l'abréviation de Sa Majesté, SM, comme pour la DS qui est l'abréviation du mot DS. L'autre explication, c'est que le S renverrait à la DS, tandis que le M renverrait à Maserati. Bref, il y a plusieurs versions au sujet du nom de la SM. Je vous ai dit les deux, mais bon, on ne sait pas trop si c'est l'une ou l'autre qui est vraie. Et au bout de 18 mois de travail, ça y est, la Citroën SM est enfin prête pour être présentée au Salon de Genève de 1970 et pour être lancée en production la même année. La Citroën SM fait sensation pour son design qui est très moderne, l'auto est également très aérodynamique avec un CX de 0,339, le châssis est très inspiré de celui de la DS et sur ce châssis, Citroën place une coque autoporteuse en acier. En ce qui concerne les équipements de la voiture, on peut noter la présence d'une direction assistée d'e-Ravi qui permet au volant de revenir automatiquement à sa position initiale lorsqu'on lâche le volant qui est réglable aussi bien en profondeur qu'en hauteur, ce qui est un équipement très rare dans une voiture des années 70. Les 4 freins sont des freins à disque assisté, les phares sont directionnels comme sur la DS, mais contrairement à la DS, l'entièreté de la face avant est recouverte de plexiglas. L'ASM reçoit également une transmission hydraulique ainsi que la fameuse suspension hydropneumatique comme toutes les Citroën des années 70, à l'exception de la 2 chevaux et de ses versions dérivées. L'intérieur est très soigné et unique en son genre, on peut noter la présence de sièges en cuir ou en tissu selon les versions, de vitres électriques, d'une pédale de frein en forme de champignon comme sur la DS, de la climatisation et d'une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports spécialement conçue pour la SM. L'auto recevra aussi une boîte de vitesse automatique en option, mais pas au lancement de la voiture. Il faudra attendre quelques temps avant de voir la boîte de vitesse automatique. En termes de proportion, l'auto mesure 4,89 m de long, 1,84 m de large, 1,32 m de haut pour un empattement de 2,95 m et un poids vide allant de 1450 à 1480 kg selon les versions. Pour ce qui est du moteur, il est placé à l'avant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la SM est une traction et pas une propulsion. On retrouve donc un V6 Maserati, le V6 C114, de 2670 cm3 de 170 chevaux, qui peut atteindre une vitesse de pointe de 205 km/h. Le 0 à 100 est abattu en 10 secondes 7. Par la suite, ce moteur évoluera grâce à l'ajout d'une injection électronique permettant de booster la puissance à 178 chevaux pour 228 km/h en vitesse de pointe, avec un 0 à 100 abattu en 8 secondes 5. Et si vous optez pour la boîte automatique, les performances étaient un peu plus faibles, avec un V6 de 180 chevaux pour 220 km/h en vitesse de pointe et un 0 à 100 abattu en 9 secondes 5. Mais bon, il faudra attendre l'année 1971 pour voir l'arrivée de ces options de motorisation. Au départ, il n'y a juste que le premier moteur que je vous ai cité en version carburateur 170 chevaux. Et d'ailleurs, c'est durant cette année 1971 qu'on aura donc ces motorisations, mais aussi l'arrivée de jantes optionnelles en résine qui s'inspirent d'une trouvaille de la NASA et qui sont beaucoup plus légères que les jantes en tôle d'origine. On passe en effet de 9,4 kg par jante à 4,2 kg seulement.
La SM sera également proposée en une multitude de coloris différents. La plupart de ces teintes de carrosserie arriveront plus tard au cours de la carrière de l'auto, donc il y aura certaines périodes avec certaines teintes de carrosserie différentes. Bref, je ne vais pas vous lister toutes les teintes de carrosserie parce qu'il y en a vraiment énormément. Si au départ les ventes de la voiture augmentent progressivement, elles vont finir par légèrement redescendre à cause d'un problème, un gros problème, le V6. En effet, ce dernier n'était pas très fiable et en plus de cela, il n'était pas du tout bien entretenu par le réseau Citroën, qui n'avait pas du tout été préparé à l'arrivée de ce moteur. Du côté de chez Maserati, on avait le même problème, mais avec les équipements Citroën, car les systèmes hydrauliques qui étaient bien connus des garagistes Citroën n'étaient pas du tout connus par les garagistes Maserati. Bref, on se retrouvait avec des Citroën SM et des Maserati pas fiables. Après, même si Maserati entretenait mieux le V6 que Citroën, ça ne veut pas dire qu'il était plus fiable pour autant. Il était juste un petit peu plus fiable, mais pas fiable quand même. Malgré tout cela, cela n'empêchera pas l'ASM de se vendre et de connaître une multitude de versions spéciales. Il y a tout d'abord les Citroën SM Opera et Milord, qui sont des versions conçues par la carrosserie Chaperon. L'Opera est une version 4 portes rallongée de la SM, tandis que la Milord est une version cabriolet. Chaperon réalisera donc 7 exemplaires d'Opera et 5 exemplaires de Milord. La carrosserie Chaperon réalisera également une Citroën SM présidentielle destinée au président Georges Pompidou. 2 exemplaires seront donc réalisés pour le président. Il y a aussi la SM Michelin, qui est un prototype de test développé par Michelin et qui sera équipé d'un V6 de 280 chevaux pour une vitesse maximale de 285 km/h. L'auto sera équipée d'un pont autobloquant et d'un correcteur d'assiette réglable depuis l'habitacle. Malheureusement, ce prototype fut détruit, mais il reste encore une fidèle réplique que l'on peut voir dans différentes expositions en France. En 1972, on verra aussi l'arrivée de la Citroën SM Frua, designée et réalisée par Pietro Frua. L'auto n'est pas réellement une SM car elle emprunte pas mal d'équipements provenant de différentes voitures. En effet, on retrouve un châssis de DS raccourci, une suspension hydropneumatique et des trains roulants de DS, un capot avant de Maserati Cam5, des phares pop-up qui proviennent probablement de la Cam5 également, des freins de SM, des roues de SM et le V6 Maserati de la SM. On ignore quelles étaient les motivations de Pietro Frua avec cette voiture, mais en tout cas, on sait que l'auto ne sera jamais produite en série et restera un exemplaire unique. Alors, il y a également eu la Citroën SM Espace, une version réalisée par EIS qui dispose d'un toit ouvrant, ou plus exactement d'un T-top, car l'entièreté du toit n'est pas ouvrant. EIS avait vraiment l'intention de produire cette auto en série avec Citroën, mais ce ne fut jamais le cas. EIS se contentera donc juste de construire un second modèle qui est une version améliorée du premier exemplaire et qui sera la voiture personnelle de la famille EIS. Par la suite, ces 2 autos seront repeintes et vendues par EIS. À l'heure actuelle, les 2 autos existent toujours. La SM sera également modifiée par Pierre Tissier, il la transformera en plateau à 10 roues, mais comme je vous ai déjà parlé de cette voiture en vidéo, je ne vais pas vous raconter son histoire une seconde fois. Donc allez voir ma vidéo sur Pierre Tissier si vous voulez connaître l'histoire de cette voiture. Dans le même genre, on a également cette Citroën SM Camitax qui est une SM transformée en caméra car. L'auto restera également un exemplaire unique. Ce qu'on a tendance à oublier au sujet de la SM, c'est qu'elle s'est également retrouvée en compétition. Mais si au départ l'auto peine à terminer ses courses, elle finira par remporter le Rallye du Maroc en 1971 grâce au pilote Jean Deschasseaux. Puis elle gagnera les 6 heures de Dakar de 1972 et de 1973, ce qui encouragera Citroën à se lancer dans la course avec une version groupe 5 spécialement modifiée. Elle est raccourcie de 54 cm et allégée de 200 kg. La puissance passe de 170 à 250 chevaux. Malheureusement, Citroën connaîtra moins de succès, ils se contenteront juste d'une 3e place au Rallye du Portugal en 1972 et une 5e et 6e place au Rallye Bandama de 1973. Après ça, Citroën devra abandonner la compétition à cause des coûts budgétaires que cela engendrait, et puis on était en pleine crise pétrolière et Citroën commençait déjà à vaciller vers la faillite. Décidément, la SM s'est réellement retrouvée partout, aussi bien en compétition qu'à l'Elysée, et elle sera également utilisée par la brigade d'intervention rapide. L'auto recevra donc les couleurs de la gendarmerie, un gyrophare et quelques équipements utiles pour les gendarmes. Alors à première vue, il s'agit d'une simple SM qui n'a rien d'exceptionnel, mais apparemment non. En effet, je suis tombé sur un ancien reportage consacré à cette SM de gendarmerie, et elle est bien plus spéciale que ce qu'on pourrait penser. Cette brigade rapide d'intervention, qui est intégrée à l'escadron de gendarmerie d'autoroute de Roye, possède une écurie digne d'une super vedette du hit parade.
Le chef Stienne, qui a la responsabilité, n'en est pas peu fier. Nous disposons actuellement d'une SM Maserati, d'une DS électronique et de 2 Alpines. Et quelle est la vitesse de chacune de ces voitures? La SM a une vitesse de pointe de 240, la DS 220, les Alpines 210 à l'heure. Comme vous avez pu l'entendre, les vitesses de pointe annoncées par le gendarme sont bien supérieures à celles des voitures de série. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, ce gendarme ne s'est pas trompé. Ces autos étaient bel et bien préparées pour être plus performantes que les modèles de série, afin de rattraper plus facilement les fugitifs. On sait qu'Alpine a modifié ses incendies spécialement pour la BRI, de même pour Citroën avec ses DS. Et je pense que c'est également le cas de cette SM. Cette dernière pouvait donc atteindre une vitesse de pointe de 240 km/h. Mais à l'heure actuelle, c'est difficile de déterminer si ces SM ont bien été préparés spécialement pour la BRI, puisque ces autos ont disparu. En effet, la BRI ne commandera que 5 voitures et pas une de plus, tout simplement parce que les autos coûtaient trop cher en entretien. La BRI devait emmener leur SM une fois par mois au garage, c'est énorme, sans oublier la fiabilité aléatoire de ces autos. Par conséquent, la gendarmerie préférera plutôt se rabattre sur des Alpines A310, moins chères à l'entretien et plus aptes à accélérer sur autoroute, ce qui n'est pas le cas de la SM, qui ne supportait pas du tout les fortes accélérations. Mais pourtant, les 5 SM seront quand même utilisés jusqu'en 1978, après 250 000 km parcourus, et la 5e restera un an de plus pour atteindre 280 000 km, ce qui montre bien que ce V6 était robuste. Pas fiable, certes, mais robuste. À l'heure actuelle, seule une véritable SM de gendarmerie a été retrouvée, et ce n'est pas celle du musée de la gendarmerie qui est une réplique. Si jamais le propriétaire de cette SM regarde la vidéo, qu'il mette un commentaire au sujet de cette voiture parce que je serais vraiment ravi d'avoir quelques infos en plus au sujet de cette voiture. Peu de temps après le lancement de la SM, Citroën tenteront de vendre l'auto aux États-Unis à partir de 1972. Sauf que la SM ne répondait pas aux normes américaines. Alors Citroën devra retirer la vitre en plexiglas ainsi que les phares directionnels pour respecter ces normes. L'auto sera bien vue par les Américains et un magazine automobile la nommera même voiture de l'année en 1972. Malheureusement, les Américains étaient trop exigeants et refusèrent l'homologation de la voiture pour l'année 1974, à cause de sa suspension hydropneumatique jugée illégale. La SM ne sera vendue durant une année à 2037 exemplaires, ce qui n'est pas énorme par rapport à un pays aussi grand que les États-Unis. Mais pour Citroën, c'était le principal marché d'export pour la SM. Quelques années plus tard, Jerry Hathaway, un mécanicien californien spécialisé dans l'entretien des Citroën SM, utilisera une SM pour la transformer en voiture de record. L'auto sera complètement modifiée et allégée, elle recevra également un parachute à l'arrière afin de pouvoir freiner la voiture à haute vitesse. La suspension hydropneumatique est séparée, ce qui signifie qu'on peut en faire par exemple monter les roues à l'avant indépendamment des roues à l'arrière. Le V6 reçoit 2 gros turbocompresseurs, ce qui booste la puissance à 530 chevaux, mais pour accueillir toutes ces modifications, l'organisation du moteur sera complètement revue. Et après plusieurs années de tests, l'auto battra un record à 321 km/h, puis un autre à 325 km/h grâce à Sylvia Hathaway, la femme de Jerry, qui conduira cette SM jusqu'à la limite. Jerry Hathaway a également conçu une SM pick-up afin de pouvoir transporter sa Citroën SM d'un point A à un point B. Jerry Hathaway finira par revendre ces 2 voitures en 2021 suite à un divorce avec sa femme. C'est un Belge qui la rachètera et il utilise encore cette voiture de temps en temps. Tant qu'à Jerry Hathaway, il finira par décéder quelques temps plus tard, le 4 septembre 2021, à l'âge de 75 ans. Pendant que la SM se vendait en France, Citroën devait également s'occuper de Maserati. Et justement, il faudrait penser à remplacer la Maserati Quattroporte, qui avait disparu de la gamme il y a quelques années sans aucun successeur. Pietro Frua proposera sa version de la Quattroporte 2, mais Citroën refuseront le projet. L'auto sera juste produite à 2 exemplaires. Alors Citroën utilisera la structure de la SM pour créer la Maserati Quattroporte 2. L'auto sera designée par Bertone et sera équipée d'un V6 Maserati de 200 chevaux pour une vitesse de pointe de 200 km/h. L'auto reçoit également un intérieur spécifique avec des compteurs à affichage numérique. Le premier prototype recevra des jantes de SM tandis que les autres modèles recevront des jantes spéciales Maserati. Comme son nom l'indique, cette voiture est équipée de 4 portes et donc d'un châssis de SM rallongé. Citroën utilisera donc le châssis de la SM Opera qui a été spécialement fabriqué par Citroën pour la carrosserie Chaperon. Lors de sa présentation officielle au Salon de Turin en 1974, la Quattroporte 2 est très bien accueillie par les clients Maserati.
Mais un V6 de 200 chevaux pour une voiture aussi grande et aussi lourde, c'est trop peu. Les clients demanderont donc à Maserati de faire monter la puissance. Maserati concevra donc une version 210 chevaux ainsi qu'une version V8 de 260 chevaux qui sera conçue par Giulio Alfieri à partir d'un V6 Maserati. Ce moteur sera testé sur une Citroën SM. Cette SM très spéciale n'existe plus à l'heure actuelle. En revanche, il existe une réplique réalisée à partir d'un véritable V8 Maserati, car Alfieri concevra 2 blocs moteurs, mais pas un de plus, car Citroën tombe en faillite en 1974 et le projet tombe à l'eau. Lorsque Alejandro de Tomaso récupère Maserati, il est obligé de retirer tous les composants Citroën des modèles, pour des raisons de coût, car de Tomaso ne pouvait pas se permettre de payer des équipements à Citroën pour vendre ses voitures. Seule la Camsin gardera ses composants Citroën, car elle en avait trop et c'était impossible de les retirer. Tant qu'à la Quattroporte 2, elle n'était pas commercialisable, la SM n'existait plus et seuls 11 exemplaires et 2 prototypes ont été réalisés, mais pas homologués sur route. Il fallait donc vendre ces voitures non homologuées à des clients qui pouvaient les homologuer dans leur pays, car ça coûtait trop cher de payer une homologation pour juste 13 voitures. Donc ces autos ont fini en Espagne et au Moyen-Orient et il faudra attendre 2 ans avant que tous les modèles soient vendus. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Quattroporte 2 n'a pas été un échec, c'est juste qu'elle n'est jamais réellement entrée en production. Pendant ce temps-là, Michelin, qui possédait Citroën depuis toutes ces années, décide donc de revendre cette marque à Peugeot, qui décide alors de se débarrasser de cette Citroën SM qui pose trop de problèmes. Sauf qu'il reste encore 114 SM dans les ateliers Citroën. Ces autos seront donc revendues à Guy Didier, qui terminera la fabrication. Et en 1975, la SM disparaît de la gamme, après 12 920 exemplaires vendus. La SM aura été un échec pour Citroën, à cause de nombreux problèmes de fiabilité, de la crise pétrolière, mais aussi de la perte du marché américain qui permettait à Citroën d'arrondir les fins de mois. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la SM n'est pas un échec absolu. Dans sa catégorie, c'est même la voiture qui s'est le mieux vendue par rapport aux concurrents comme Ferrari ou Maserati. Car n'oublions pas que si la SM a été un échec, c'est aussi parce que les objectifs de vente de Citroën étaient bien trop élevés par rapport à la réalité. La SM était une voiture de haut de gamme, du même niveau qu'une Maserati, c'était donc logique qu'elle n'allait pas aussi bien se vendre que la DS. Alfa Romeo avait des objectifs de vente bien moins élevés avec la Montréal, alors que l'auto coûtait à peu près le même prix que la SM. Bref, tout ça pour dire que Citroën ont eu les yeux plus gros que le ventre. L'histoire de la SM aurait pu s'arrêter là et pourtant non. Car un homme va tenter l'impossible, fiabiliser la Citroën SM. Cet homme, c'est Georges Réjambeau, qui était très connu pour ses DS diesel et ses boîtes à 6 rapports, qu'il équipait sur des DS afin qu'elles puissent mieux supporter les hautes vitesses prolongées sur autoroute pour éviter des casses moteurs. Jusqu'au jour où un de ses clients souhaite se débarrasser de sa SM et décide de l'échanger à Réjambeau contre une DS. Georges Réjambeau étudiera donc son moteur afin de comprendre ses problèmes, puis il proposera sa version revue de la SM avec la Citroën SM V6 Réjambeau. C'est la même voiture, mais fiabilisée. Au total, environ 200 voitures ont été fiabilisées par Réjambeau. Sauf que malgré la fiabilisation effectuée, le V6 connaissait encore quelques faiblesses et il consommait beaucoup d'essence. Alors Georges Réjambeau concevra une version diesel allant de 85 à 102 chevaux, beaucoup plus économique avec une consommation donc de 6 litres au 100. Mais le problème c'est que cette version est moins performante avec seulement 170 km/h en vitesse de pointe au lieu des 228 d'origine. Afin de compenser cette perte de puissance, il concevra une version turbo-diesel avec une puissance allant de 135 à 165 chevaux. C'est quasiment la même puissance que la SM d'origine. Ces autos recevront également une boîte à 6 rapports. Alors, ces SM connaîtront un certain succès et à l'heure actuelle, on estime que 250 SM ont été convertis au diesel. D'autres versions ont été étudiées, comme cette version berline 4 portes qui devait être produite en série, mais qui restera qu'un exemplaire unique vendu à un Américain. Malheureusement, cette auto a disparu à l'heure actuelle. Il y a eu également une SM Réjambeau dont le moteur V6 a été boosté à 300 chevaux pour 300 km/h en vitesse de pointe. Elle reçoit des rétros de CX, une grille d'aération et un aileron à l'arrière. Georges Réjambeau l'utilisera jusqu'à sa mort en 2005. À l'heure actuelle, le garage Réjambeau existe toujours et c'est Patrick Réjambeau, son fils, qui s'en occupe. Réjambeau n'aura pas été le seul à s'être lancé dans la fiabilisation de la SM, c'est aussi le cas de Jean-Michel Gallet, un restaurateur de SM qui concevra la SM2, une version améliorée et modernisée de la SM.
L'auto reçoit de nombreux équipements plus modernes avec l'ajout d'une injection électronique, d'un système électrique plus performant, d'une meilleure climatisation, d'un intérieur plus confortable. L'auto est également entièrement allégée, tout ça en gardant les caractéristiques d'origine de la voiture. Et pour l'anecdote, j'ai eu la chance d'en croiser une dans la rue, ce qui est extrêmement rare, car seuls 4 modèles sont réalisés par an. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, non, la Citroën SM n'est pas une voiture que je vous conseillerais d'acheter, sauf si vous décidez pour opter pour une version Régembo ou une SM2. L'idéal étant bien sûr la Régembo diesel dont les coûts d'entretien sont vraiment dérisoires. Mais si vous optez pour une SM normale, eh bien sachez que sur le point de vue de la fiabilité, c'est très décevant pour une Citroën. Enfin, ça dépend avec quelle Citroën on compare, bien sûr. C'est très décevant par rapport à une CX, mais pas tellement décevant par rapport aux Citroën modernes, dont la fiabilité doit être à peu près pareille que celle d'une SM. Après, certes, les SM sont pas fiables, mais les SM pas fiables, elles n'existent plus. Toutes ces autos ont été corrigées de près ou de loin, mais malheureusement ce sont des fiabilisations partielles, donc la SM reste une voiture pas super fiable. Un peu plus fiable par rapport à avant, mais pas super fiable quand même. Pourtant, le moteur est quand même assez robuste et il peut atteindre de gros kilométrages. L'auto a donc pas mal de faiblesses, c'est notamment le cas de la distribution. En effet, les tendeurs de chaîne primaire sont fragiles et cassent facilement. Heureusement, on peut acheter des tendeurs renforcés. Les chaînes de distribution secondaires, elles, doivent être entretenues régulièrement, tous les 20 000 km. La vidange doit se faire tous les 5 000 km ou une fois par an. L'injection, tant qu'à elle, elle vieillit mal et elle peut fuir de partout. Le système hydraulique peut connaître des problèmes si l'auto ne roule pas assez. Tant qu'au système électrique, et bien sûr les premières SM, il connaît quelques faiblesses. Et la carrosserie peut souffrir de la corrosion, car elle n'est pas bien protégée contre la corrosion. Tant qu'à la suspension hydropneumatique, rien à signaler. Il faut juste bien l'entretenir en changeant les membranes de sphère, les suspensions tous les 5 ans. Le liquide LHM est à changer tous les 3 ans et les durites doivent être changées lorsqu'elles durcissent, c'est-à-dire au bout d'une vingtaine d'années. Malheureusement, il va falloir aussi trouver un garage qui sait entretenir ce genre de suspension, car ça devient de plus en plus difficile. Mais pourtant, il ne s'agit pas d'un entretien qui est franchement compliqué, mais de moins en moins de garages veulent mettre les mains dans ces systèmes de suspension hydropneumatique. Alors en termes de prix, une Citroën SM ça coûte de 45 000 à 60 000 euros. La SM Régembo coûte à peu près le même prix, hein. La dernière qui s'est vendue c'était pour 47 000 euros et c'était une version V6. Les versions diesel doivent coûter à peu près le même prix. Si vous souhaitez une version un peu plus spéciale, il faudra débourser au minimum 100 000 euros. Cela peut monter plus haut si le modèle est unique. Pourtant, la SM la plus chère reste la SM2 avec un prix de 240 000 euros. Et si vous souhaitez juste fiabiliser le moteur, cela vous coûtera entre 70 000 et 80 000 euros. Il faut savoir que ce genre de préparation ne peut être uniquement effectué sur des SM en sortie de grange, pas sur des SM en état concours. Mais bon, à ce prix, autant acheter une maison ou plusieurs voitures beaucoup plus fiables, honnêtement. Eh bien, merci d'avoir vu la vidéo dans son intégralité. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un commentaire, un like, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez avoir un peu plus d'infos en ce qui concerne l'ASM, vous pouvez aller voir ma vidéo sur Pierre Tissier, où je parle de la version plateau à 10 roues. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur la vidéo que j'ai faite sur Henri Chaperon, qui aura carrossé pas mal de Citroën et notamment des SM. Et vous pouvez également aussi voir la vidéo que j'ai faite sur la Ligier JS2, qui reprend le même moteur que la Citroën SM. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. On se revoit dans quelques temps. Bye!